Et d'après tes dires, tu es porté par la question sociale depuis les Gilets jaunes auxquels tu as pu participer à Lyon et à Bordeaux. Donc je te laisse parler donc d'une actualité très très brûlante qui est la réforme des retraites. Bonsoir à tous. Effectivement, tu as bien fait de le rappeler que les Gilets jaunes ont été pour moi un événement assez déterminant dans ma politisation, dans l'affinage aussi de certaines idées. Aujourd'hui, on est à l'aube, semble-t-il, d'un nouveau mouvement social d'ampleur depuis les Gilets jaunes. Il me tenait à cœur de vous en parler, d'autant que c'est encore un mouvement tout frais, puisque c'était la première mobilisation par rapport à cette réforme aujourd'hui, et que l'annonce gouvernementale était la semaine passée. Voilà, donc il a fallu une petite semaine pour faire un peu une revue de presse sur les contours de cette réforme, les enjeux, les critiques, et bien en saisir les contours tels que présentés par Elisabeth Borne. En septembre 2022, Macron affirmait « Si nous ne réglons pas le problème des retraites, nous ne pourrons pas investir sur le reste ». De son côté, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, affirme que sans la réforme des retraites, ça donnerait une nation appauvrie et déficitaire. Elisabeth Borne, elle, a martelé que laisser s'accumuler des déficits serait irresponsable, affirmant qu'obliger les Français à travailler plus longtemps serait donc nécessaire. Pourtant, dans un rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR, publié en septembre 2022, il était montré que le système de retraite devait enregistrer un excédent en 2022 dans la continuité de l'année 2021 qui avait engrangé 900 millions d'euros. Pour les années suivantes, les projections du COR font état d'un léger déficit du système de retraite. Selon les hypothèses retenues, ce déficit serait compris entre 0,5 et 0,8 points de produit intérieur brut en moyenne d'ici 2050. Vous avez les illustrations, les graphiques du COR et d'autres par rapport à la conférence qui sont dans le canal dédié illustration conférence. Déjà, il faut savoir aussi que dans une analyse précédente du COR en 2020, le démographe Hervé Lebrad soulignait qu'un déficit temporaire pouvait être assez facilement comblé par un recours aux réserves. Donc la situation n'est pas aussi dramatique que l'anticipe le gouvernement. Le COR projette une baisse du niveau de vie relatif des retraités. Les pensions moyennes de retraite croîtront à un rythme inférieur à celui des revenus d'activité. Il s'agit d'une conséquence directe du vieillissement de la population, couplée à la stagnation de la part des dépenses du système de retraite dans le PIB. Le COR, Conseil d'orientation des retraites, je rappelle, a émis la conclusion suivante. Il ne revient pas au COR de se positionner sur le choix du dimensionnement du système de retraite. Selon les préférences politiques, il est parfaitement légitime de défendre que ces niveaux sont trop ou pas assez élevés et qu'il faut ou non mettre en œuvre une réforme du système de retraite. En revanche, les résultats de ce rapport ne valident pas le bien fondé des discours qui mettent en avant l'idée d'une dynamique non contrôlée des dépenses de retraite. Fin de citation. Elisabeth Borne a surenchéri de son côté « Je suis convaincu que le projet que j'ai présenté est un projet qui est à la fois qui permettrait d'assurer l'avenir de notre système de retraite et que c'est un projet de justice et de progrès social. » Cette réforme, vous l'avez sans doute constaté aujourd'hui, elle est très mal accueillie. Pour la première fois depuis 2010, les représentants des 8 principales organisations syndicales appellent ensemble à la mobilisation et à la grève générale contre le projet du gouvernement. Un front commun qui ouvre la voie à une lutte d'ampleur. Le directeur général de la CGT, Philippe Martinez, déclare que ce projet de réforme vient au moment où il y a un très fort mécontentement autour du pouvoir d'achat et des salaires. D'après un sondage IFOP daté du 15 janvier, 68% des citoyens sont défavorables au projet du gouvernement. Dans le détail de ce sondage, les diverses mesures louées par Elisabeth Borne ne remportent pas de faveur. 62% des Français sont en désaccord avec la nécessité de travailler 43 annuités pour pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein. Et 71% des Français sont contre le recul de l'âge légal du départ à la retraite à 64 ans.
Une autre étude, conduite par l'Institut Montaigne, montre que 93% des actifs sont contre cette réforme. Toujours selon cette étude, l'un des points les plus notables du sondage, selon ses auteurs, est l'homogénéité du rejet de cette réforme dans l'ensemble des catégories socio-professionnelles. Ainsi, même les catégories socio-professionnelles plus, les CSP+, et les cadres, qui partent généralement de toute façon plus tard à la retraite, sont très majoritairement contre, à 91%. Selon les tranches d'âge, les plus ouverts à la proposition parmi les actifs sont finalement en fait les travailleurs de plus de 60 ans qui seront les moins touchés par la réforme. Un chiffre qui va dans le sens de l'adhésion des retraités pour l'augmentation de l'âge légal de départ. Par ailleurs, une note datée du 6 janvier émise par le renseignement territorial soulignait le climat social tendu qui recense les préoccupations des Français. Une large mobilisation des salariés était anticipée avec des grèves de longue durée entravant certains secteurs clés de l'économie. Ça se vérifiera peut-être dans les semaines d'après, mais en tout cas, la mobilisation d'aujourd'hui montre effectivement, confirme le renseignement territorial et confirme aussi la prévision d'un mouvement d'ampleur très important. Après cette petite introduction, il est, je pense, de bon ton pour la plupart des auditeurs de rappeler un peu les bases de ce système complexe des retraites en France. Vous avez pour cette illustration justement une pyramide que je détaillerai un petit peu plus ensuite pour vous expliquer, pour vous aider à représenter ce système des retraites. Premièrement, le système français est une mosaïque complexe de régimes hérités d'une histoire longue, ouvrant des droits à pensions différents pour les affiliés qu'il couvre. Deuxièmement, c'est un système dans lequel le poids de la répartition est prépondérant. La répartition est prépondérante, puisque près de 90% des revenus des retraités proviennent des régimes publics et 10% de leur épargne privée. Troisièmement, c'est un système qui est généreux en comparaison des systèmes étrangers, puisque le niveau de vie des retraités est égal à celui des actifs, voire parfois supérieur à celui des actifs les plus jeunes. Le système français, je l'ai dit juste avant, est en répartition, c'est-à-dire que les cotisations d'un trimestre paient les pensions du trimestre suivant. Ainsi, la rémunération versée par les employeurs aux salariés va pour une part directement au personnel en emploi, c'est le salaire net en fait, et prend pour une part la forme de cotisations sociales qui seront versées directement aux personnes retraitées, sous forme d'une pension de retraite. Depuis 1945, le système français s'appuie sur 3 piliers. Alors, la professeure de sciences économiques et ancienne membre du Conseil d'orientation des retraites, Anne Lavigne, elle a cette comparaison qui est qui va vous aider justement à comprendre ce système des retraites si vous n'y êtes pas familier. Il faut imaginer une maison ou une pyramide à 3 étages pour vous représenter le système des retraites. Au premier étage, vous avez ce qu'on appelle les régimes obligatoires de base. Alors, ils sont structurés sur une base professionnelle qui confère des droits et obligations différents selon les affiliés auxquels ils s'adressent. Ils fonctionnent par répartition. Le deuxième étage, il est constitué des régimes complémentaires obligatoires destinés à compléter la retraite versée par les régimes de base. Les régimes complémentaires, comme les régimes de base, fonctionnent en répartition, mais les droits sont acquis par une accumulation de points et non d'annuités. À côté de ces 2 piliers, il existe quelques dizaines de régimes spéciaux dits intégrés, car ils combinent la retraite de base et retraite complémentaire dans un même calcul, auquel sont affiliés les fonctionnaires, les salariés des entreprises publiques et quelques professions particulières. Ces régimes en répartition, mais les règles d'acquisition des droits à pension diffèrent de celles du régime général des salariés du secteur privé. Ces régimes fonctionnent en répartition, mais il y a des règles d'acquisition qui fonctionnent, je disais, qui diffèrent à celles du régime général des salariés du secteur privé. Le troisième et dernier étage, il est constitué des régimes supplémentaires. Ce sont des dispositifs facultatifs de retraite par capitalisation, qui se distinguent des 2 précédents étages par répartition. Le troisième étage est constitué de régimes supplémentaires, des dispositifs facultatifs de retraite par capitalisation, collectifs ou individuels.
Voilà. Ça, c'est la présentation générale du système des systèmes de retraite français. Donc, je répète, au premier étage, les régimes de base, au deuxième étage, les régimes complémentaires, les deux premiers étages par répartition, et le dernier étage, les régimes supplémentaires par capitalisation. Bien que de nombreux experts aient alerté les décideurs publics sur l'urgente nécessité de réformes substantielles des régimes de retraite dès la fin des années 70, il faut attendre le rapport Rocard en 91 pour que cette crise, pour que cette prise de conscience se traduise par une première réforme en 93, suivie par d'autres selon un rythme quasi décennal. Donc là, je vais vous faire un petit bref historique des réformes depuis 93. Vous avez la première réforme de 93, dite la réforme Balladur, qui concerne principalement le secteur privé. Elle a principalement consisté à allonger la durée de cotisation nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein ou sans décote et le nombre des meilleures années prises pour calculer le montant de la pension. En 95, Alain Juppé voulait étendre cette réforme Balladur au secteur public, mais a dû renoncer face aux grèves et manifestations. Aujourd'hui d'ailleurs, vous voyez beaucoup de reportages qui comparent cette mobilisation d'aujourd'hui, le contexte même de mobilisation, à celui de 95. Petit aparté, après cette tentative de Juppé, en 99, à l'initiative du Premier ministre Lionel Jospin, la loi de financement de la sécurité sociale crée le Fonds de réserve des retraites, dont l'objectif principal est d'accompagner le financement des retraites des générations massives du baby-boom en accumulant des réserves financières jusqu'en 2020 et en les utilisant après cette date pour abonder les caisses du régime général. Retenez bien ça, retenez ce fonds de réserve des retraites parce qu'on va en parler un petit peu après. Deuxième réforme très importante, c'est la réforme Fillon de 2003 qui révise l'ensemble des régimes à l'exception des régimes spéciaux et contribue à instiller une dose de capitalisation dans le financement général des retraites en France. Ces dispositions prolongent les ajustements paramétriques opérés par la loi de 93, la réforme Balladur. Troisième réforme, la réforme Woerth en 2010. Elle relève entre autres l'âge légal du départ à la retraite de 60 à 62 ans. À la différence des réformes adoptées entre 93 et 2008, la réforme Woerth fait de l'âge de départ en retraite, et non de la durée de cotisation, le principal paramètre d'équilibrage des régimes par répartition, dans un contexte de crise financière. L'objectif de la réforme Woerth est de réduire les besoins de financement des caisses de retraite en augmentant la collecte des cotisations induites par le maintien en emploi des seniors et en réduisant les prestations versées induites par la réduction du temps passé en retraite. Quatrième réforme, la réforme Touraine. La réforme de Marisol Touraine en 2013-2014, qui rallonge la durée de cotisation. On passe progressivement de 40,5 ans à 43 ans. D'après Anne Lavigne, la réforme réaffirme que le système de retraite par répartition est au cœur du pacte républicain et s'inscrit dans la lignée des réformes de 93 et 2003, en opérant un ajustement des durées de cotisation pour préserver l'équilibre financier des régimes à long terme. Elle ne vise que les régimes de base, les régimes complémentaires restant gérés par les partenaires sociaux selon leur propre rythme et modalités. Ça, c'était les 4 réformes, les 4 temps qu'il fallait rappeler. Mais peut-être vous vous en souvenez, il y a 2-3 ans, vous avez eu, en 2020, vous avez eu la réforme des retraites, première version, dira-t-on, conçue par Macron sur une idée de la CFDT et boutiquée par Jean-Paul Delevoye, je crois que je prononce bien, qui présentait un projet de retraite par points avec âge pivot. Cette réforme que tout le monde a oubliée, elle était passée en Conseil des ministres exceptionnel dans le contexte de la crise sanitaire, avec l'article 49.3 de la Constitution, pour faire passer sans vote la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Le projet a été finalement suspendu en mars 2020. Donc ça, c'est passé aux oubliettes tellement c'était complexe, tellement ça a été mal perçu, même la faisabilité était devenue assez difficile à envisager, même pour le gouvernement.
Après une présentation donc que je viens de vous faire générale du système des retraites et un bref historique, je fais juste une petite aparté sur la répartition. La répartition, j'insiste beaucoup dessus parce que c'est une spécificité vraiment française par rapport à d'autres systèmes de retraite étrangers. La caractéristique majeure, ça c'est martelé partout du système français, du système de retraite français, c'est le poids de la répartition dans le régime obligatoire. En effet, dans la plupart des pays, les régimes de base fonctionnent en répartition, alors que les régimes complémentaires obligatoires ou facultatifs s'appuient sur la capitalisation. En France, en revanche, je répète, les régimes complémentaires, pour la grande majorité des salariés et des indépendants, fonctionnent en répartition. Et la résistance collective aux réformes en France s'est nourrie de cette spécificité, avec la crainte éventuellement légitime qu'une réforme déplacerait le curseur vers plus de capitalisation. Il est temps maintenant d'entrer dans le fond du sujet, à savoir la nouvelle réforme qui nous a été présentée, en faisant quelques peut-être petits rappels aussi de l'ordre statistique, de l'ordre démographique. En 2020, le nombre de retraités s'est élevé à 16,9 millions, celui de cotisants à 28,2 millions, soit un rapport démographique d'1,67. Ce rapport n'a fait que diminuer avec la hausse du nombre de retraités. La dégradation du ratio de dépendance démographique tient de l'allongement de l'espérance de vie, combiné à l'arrivée à l'âge de la retraite des générations massives du baby-boom, nées entre 45 et 64. Ça a contribué à la dégradation de l'équilibre financier des régimes publics, par répartition notamment. Les soldes des différents régimes obligatoires, longtemps positifs, sous l'effet d'une activité économique soutenue et d'une démographie favorable, sont progressivement devenus déficitaires en fait. Donc ça a été justifié aussi par les précédentes réformes. Mais la réforme, telle qu'on nous l'a présentée, j'avais au départ signalé le rapport du corps qui montrait que la signalation n'était pas si catastrophique aujourd'hui comme par anticipation, mais pourtant le gouvernement persiste et veut, semble-t-il, faire passer coûte que coûte cette réforme. Alors, quelles sont les mesures phares de la nouvelle réforme ? Il y en a deux à retenir, puis après je développerai et j'en citerai d'autres. Les deux mesures phares de cette réforme, c'est l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation et le relèvement de l'âge légal du départ à la retraite. La première mesure phare, donc l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation, c'est en fait une accélération de la réforme de Touraine de 2013-2014, c'est-à-dire l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. On passe de 42 ans, soit 168 trimestres, à 43 ans, ce qui équivaut à 172 trimestres. 43 annuités en 2027 au lieu de 2035 comme prévu par la réforme Touraine. Il faudra avoir travaillé 43 ans dès la génération née entre 1965 et non plus en 73 pour être éligible à une pension à temps plein. Donc en fait, je répète, c'est une accélération de la réforme Touraine. La réforme Touraine ne prévoyait pas que la durée de cotisation s'accélérerait aussi vite. Donc là, en fait, ça durcit, ça radicalise, ça accélère effectivement la précédente réforme. Deuxième mesure phare, c'est le relèvement de l'âge légal de la départ à la retraite de 62 à 64 ans en 2030, sauf exception. D'après les informations dévoilées le 10 janvier, le projet de réforme des retraites basé, comme pour celle de 2010, sur un relèvement de l'âge d'ouverture des droits, prévoira néanmoins plusieurs différences importantes par rapport à cette dernière. Premièrement, le relèvement de l'âge ne concernera cette fois-ci que l'âge minimal, 62 ans aujourd'hui, et pas l'âge d'annulation de la décote, 67 ans. La réforme ne devrait donc pas toucher en termes d'âge de départ les assurés à carrière incomplète qui attendent généralement cet âge d'annulation de la décote pour partir à la retraite au taux plein et pour beaucoup pouvoir bénéficier à ce titre du minimum contributif. Et deuxièmement, les personnes invalides et inaptes au travail seront dans le projet de réforme également exemptés du relèvement de l'âge minimal. Ils pourront donc continuer de partir à la retraite à 62 ans.
Donc ça concerne les travailleurs souffrant de maladies professionnelles et les handicapés partiront à la retraite à 55 ans. Autre mesure comprise dans cette nouvelle réforme, l'invalidité ou l'inaptitude permettrait un départ à taux plein à 62 ans, mais les pensions baisseront à cause de la proratisation. Autre point, c'est également la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés EDF, RATP et dans d'autres entreprises. Il n'y a cependant pas de recul d'âge légal pour les militaires et les fonctionnaires de catégorie active. Et enfin, dernière mesure phare, c'est l'augmentation de 100 € par mois, donc à 85% du SMIC net, soit 1 200 €, augmentation de 100 € par mois des pensions pour une carrière complète au SMIC. Voici en résumé les mesures de cette nouvelle réforme. Alors, les buts avancés par le gouvernement, c'est de vouloir augmenter l'activité, augmenter l'emploi et améliorer le solde des dépenses publiques, donc réduire le déficit public. Le site de l'ATTAC, Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne, rappelle que les systèmes de retraite sont financés par les cotisations sociales et l'impôt. Il existe en effet des transferts financiers de l'État vers la branche vieillesse de la sécurité sociale, outre le financement des pensions de retraite des fonctionnaires par l'impôt. C'est en réduisant sa contribution que l'État entend dégager des moyens budgétaires pour réduire le déficit public. C'est cela qui pourrait ensuite lui permettre par ailleurs d'abaisser le montant moyen des pensions, de favoriser les régimes privés complémentaires, la retraite par capitalisation, dans l'intérêt des fonds de pension, ce qui constitue de longue date l'un des principaux objectifs des réformes. Alors, qui est concerné par la réforme? J'ai déjà dit un petit peu précédemment en évoquant le cas de l'invalidité, des travailleurs inaptes, des travailleurs invalides. Mais en termes d'âge, voilà, les personnes nées avant le 31 août 1961 ne sont pas concernées par cette mesure. Après, pour chaque génération, le départ se décalera de 3 mois ou un trimestre par an. Le report progressif de l'âge légal de départ est fixé à 63 ans et 3 mois en 2027, puis on rajoute 3 mois, puis 64 ans en 2030, au lieu de 62 ans actuellement. Donc à 2030, le départ sera fixé à 64 ans. Quel est l'agenda de cette réforme aussi, il faut voir, parce que là, on est en début de mouvement social. C'est quoi la chronologie à venir? Donc le texte qui va être examiné en Conseil des ministres le 23 janvier, il doit passer ensuite en commission à l'Assemblée nationale à partir du 30 janvier. Et ça sera enfin dans l'hémicycle le 6 février. Et la mise en œuvre, si c'est adopté, par l'Assemblée, ou est-ce que le 49.3 sera utilisé de nouveau, on ne sait pas, mais en tout cas, si la réforme passe, elle sera mise en œuvre pour la fin de l'été, pour la fin de l'été 2023. Une question aussi importante, puisque dans les médias, il peut y avoir un discours réducteur qui dit que c'est les catégories les plus, qui n'est pas forcément faux, puisqu'on va le voir, comme on va le voir après, mais qu'en fait, qui va dire que c'est les plus précaires qui vont en souffrir. Alors, c'est un peu plus complexe que ça, en fait. Là, il faut nous poser la question, quelles catégories seront les plus touchées par le relèvement de l'âge minimal légal? L'Institut des politiques publiques nous répond que le raisonnement courant sur la réforme qui toucherait les plus modestes ne tient pas suffisamment compte, en fait, de la complexité des déroulés de carrière et de l'ampleur des dispositifs dérogatoires. Contrairement à la réforme de 2010, l'absence d'une hausse de l'âge d'annulation de la décote et de l'âge légal pour inaptitude est ainsi susceptible de mieux protéger, quelque peu, les plus modestes. En revanche, les personnes invalides et inaptes et les personnes à carrière incomplète seront, pour une partie d'entre elles, touchées en termes de montant de pension. Celui-ci est en effet, lorsque la carrière est incomplète, calculé au prorata de la durée validée par rapport à la durée de référence. L'accélération de la durée de cotisation, comme je vous l'ai expliqué, se traduira donc pour les générations concernées par une baisse de ce prorata et donc une diminution de la pension.
À cet égard, l'option dévoilée le 10 janvier d'un relèvement de l'âge minimal à 64 ans combinée à une hausse plus rapide de la durée requise s'avère pour les personnes à carrière incomplète des premières générations touchées par la réforme moins favorable que le scénario initial d'un relèvement plus marqué de l'âge minimal sans accélération de la durée requise. L'Institut des politiques publiques rajoute dans son analyse qu'à ce stade, il semble qu'on puisse affirmer que l'âge de départ à la retraite ne sera pas modifié pour une partie importante des assurés les plus modestes dans le cadre du projet de réforme, soit parce que ces assurés conserveront la possibilité de partir à la retraite à 62 ans au titre de l'inaptitude et de l'invalidité, soit parce qu'ils devaient déjà de toute façon attendre 67 ans pour partir au taux plein. Ce sont davantage les catégories intermédiaires dans l'échelle des revenus, y compris celles qui se situent dans la moitié supérieure de cette échelle, qui sont susceptibles d'être les plus touchées par la réforme à venir. C'est donc aussi davantage en ce qui concerne les inégalités entre ces catégories intermédiaires et les classes les plus aisées que les discussions sur le caractère anti-redistributif ou non de la réforme pourraient se concentrer. Voilà ce que nous disait l'Institut des politiques publiques. Lorsque je vous ai parlé un petit peu avant des différentes réformes, j'ai mentionné en aparté le fonds de réserve pour les retraites créé sous Jospin, qui devait accumuler des réserves pour financer la retraite jusqu'en 2020. Alors, tel qu'il a été conçu, pour préserver l'équilibre financier du régime de base du secteur privé. Les pouvoirs publics auraient pu réactiver ce fonds de réserve pour les retraites. En effet, la mission originelle du fonds de réserve pour les retraites était précisément de combler le déséquilibre financier anticipé du régime général, induit par le départ en retraite des baby-boomers. En 2019, vous avez sans doute vu cette vidéo de Gilles Raveau, un professeur d'économie à l'université de Paris 8, qui convoquait cette cagnotte créée sous Jospin comme moyen d'équilibrer les comptes du régime des retraites. C'était une interview sur BFM qui a été encore publiée, qui circule beaucoup. Depuis la réforme des retraites de 2010, l'objectif initial du fonds de réserve pour les retraites a été radicalement modifié. De fonds de lissage, le fonds de réserve pour les retraites est devenu un fonds d'amortissement de la dette sociale. Non seulement l'objectif de lissage des taux de cotisation a été abandonné, mais les pouvoirs publics ont a fortiori renoncé à un objectif de fonds permanent structurel ou de précaution. Ce renoncement est d'autant plus regrettable que seul un investisseur de très long terme, comme un fonds de réserve pour les retraites, c'est ce que je viens de dire, peut permettre une diversification intertemporelle efficace de ses placements. Ça, c'était l'analyse d'Anne Lavigne, que je vous invite à lire parce qu'elle a pas mal publié sur le sujet et en plus elle est d'autant plus intéressante puisqu'elle est opposée à ce projet de réforme tout en ayant participé plusieurs années au Conseil d'orientation des retraites. Pour conclure, la présentation générale faite aujourd'hui de la réforme des retraites a été pour vous donner des billes, pour vous donner des clés de lecture et de compréhension de cette réforme et de ses enjeux. Aujourd'hui, Emmanuel Macron était en Espagne pour une signature et a déclaré que le premier tour de la présidentielle l'avait placé en tête et que les choses avaient été dites clairement. La mascarade démocratique est une nouvelle fois mise à mal pour notre plus grand bien. Par réflexe, Macron se replie derrière un score électoral biaisé avec une abstention très élevée pour prétendre gouverner les Français. Mais les Français ne veulent pas de cette réforme, car ils savent bien qu'ils n'en ont pas besoin. En 2020, le démographe Hervé Lebras décrivait un curieux paradoxe. Il écrivait « La France met sa priorité dans la réforme du système de retraite, alors qu'elle est le pays où les personnes âgées, et particulièrement les retraités, sont les mieux traités. L'âge effectif de cessation d'activité, 60,7 ans, est le plus faible des 39 pays de l'OCDE. La durée de vie à la retraite est la plus élevée des 28 pays de l'Union européenne. Le revenu disponible d'un retraité est légèrement supérieur au revenu disponible moyen de la population et devrait le rester jusqu'en 2028, au moins d'après la projection du Conseil d'orientation des retraites. Le niveau de pauvreté des personnes âgées est l'un des plus faibles d'Europe. Il est surtout beaucoup plus faible que celui des jeunes et même des actifs. De toute évidence,
Parmi toutes les injustices de la société française, nous dit Hervé Lebras, celle des retraites n'était pas, de loin, la plus grave. Aujourd'hui, en France, la colère monte, les appels à la grève générale se multiplient, des Français en souffrance témoignent de leur épuisement et n'entendent pas se laisser faire. Nous, militants, lycéens, étudiants et travailleurs français, nous avons notre voix exprimée. Ce n'est pas un simple conflit générationnel auquel nous assistons, c'est une nouvelle agression du pays légal contre le pays réel. Je vous encourage donc, en guise de conclusion, à tous vous mobiliser et à construire collectivement à votre échelle un rapport de force contre la politique du gouvernement, car la justice sociale espérée devra faire advenir la justice royale à terme. Et je vous remercie. Merci Pierre pour cette excellente conférence. Je vois qu'il y a pas de questions dans le canal questions-conférences, donc si jamais, je vois que Charles Garnier est en train d'en écrire une. Si vous en avez qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas.